Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des résultats de l'entreprise Visa pour le quatrième trimestre 2022. Visa est un leader mondial dans les services de paiement électronique et par carte bancaire, offrant des solutions de paiement sécurisées pour les consommateurs, les commerçants et les institutions financières à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble les derniers résultats de l'entreprise. Nous regarderons ensuite les indicateurs financiers clés et la valorisation de l'action en bourse. Et enfin, je vous donnerai ma position personnelle par rapport à l'action Visa et à quel prix je souhaiterais l'acheter. Donc je vous propose de passer sur mon écran et vous verrez ici, donc je vous ai rapidement résumé ce qui a été dit en termes de résultats pour le quatrième trimestre de 2022 et ensuite on va aller dans le document plus en détail pour voir plus d'informations. Donc tout d'abord, le chiffre d'affaires a augmenté de 12% d'une année sur l'autre si on compare le même trimestre il y a un an, et si on est en devise constante, on est à 15% parce qu'il faut bien savoir que Visa fait du business à travers le monde et donc forcément le dollar bougeant par rapport aux autres monnaies et vu qu'il reporte en dollars au final, on a des fluctuations. Et donc on a eu 7,9 milliards de chiffre d'affaires sur ce trimestre contre 7,9 ce qui était prévu par les analystes, donc on a fait un petit peu mieux. Et on a eu une belle croissance sur les paiements et les volumes transfrontaliers, comme on le verra un petit peu plus tard, et c'est logique puisque les personnes ont beaucoup voyagé, comme on le sait, on est sorti de la pandémie, et donc si on prend sur ces 2 dernières années, il y a quand même eu beaucoup plus de voyages qu'il y a quelques années. Et enfin, si on prend le bénéfice par action, on est à 2,18$ par action contre 2,01$ attendu par les analystes, donc encore une fois, on a fait un petit peu mieux. On va maintenant donc sur le document qui a été publié par l'entreprise donc pour le premier trimestre 2023. Il faut savoir qu'en fait, ils reportent en décalé. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça aux États-Unis qui ne comptent pas les trimestres comme nous on les compte d'une façon annuelle. C'était pour info d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, c'est bien les résultats qui ont eu lieu entre octobre et décembre 2022, mais ils le nomment premier trimestre 2023. Donc voilà, ça c'était juste pour l'information. Alors j'ai déjà surligné les passages qui m'intéressent, qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps au final. Donc comme je vous le disais en premier, les paiements et les transactions ont vraiment augmenté pour tout ce qui est entre frontières, donc paiement à l'international. Et aussi l'autre point qu'ils mentionnent juste en dessous, même si on va en parler un peu plus tard, c'est qu'ils ont fait 4 milliards de retours de capital directement aux investisseurs en faisant du rachat d'actions massif et en payant un dividende, mais ça on va le mentionner plus tard dans la vidéo. Alors ici on retrouve le 7,9 milliards qui a été fait avec une augmentation de 12% par rapport à l'année d'avant, ce qui est excellent à mon avis. Et ici vous voyez un petit peu plus bas en fait ce qu'on vous regardez, c'est l'augmentation énorme de 31% et de 22% sur les échanges entre frontières. Et donc on voit que là on est à 31% si on exclut l'Europe et à 22% si on inclut l'Europe. Et je vous parle autant de ces transactions entre frontières parce que justement dans la fin de vidéo je vais vous parler un petit peu des choses que je regarde et des risques qu'il y aurait, et notamment le fait que les personnes voyagent autant, ça va peut-être ralentir, on ne sait jamais, selon comment se dirige l'économie. Donc ça on y reviendra. Le prochain point que je voulais vous montrer, je vais descendre un petit peu plus bas. Alors là, vous avez beaucoup de graphiques, vous pouvez aller voir sur toutes les évolutions sur 1 an, 3 ans, donc c'est assez intéressant, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Donc moi, je vais revenir directement ici. Et donc là, on voit effectivement l'augmentation de 7% sur les volumes de paiement. Par contre, vous voyez, on est en constant, c'est-à-dire qu'on parle ici à monnaie constante. Et ça, en fait, c'est flagrant tout simplement parce que le dollar a été très fort sur les 3 derniers mois. Là, il a un petit peu rebaissé si vous prenez le DXY, donc le graphique du dollar contre les autres monnaies. Et donc voilà, il le reporte quand même et c'est important qu'il donne les deux chiffres. Et si vous mettez donc en nominal, on n'est qu'à 2%, mais ça inclut justement que le dollar était très fort sur cette période. Ensuite, si on va regarder sur donc, le quatrième trimestre 2022, qui était donc le troisième trimestre 2022 si on compte en année calendaire, et bien dans ce cas on voit qu'on avait fait plus 5 et plus 10%. Et en fait je vous mets ça pour vous montrer tout simplement qu'on a quand même un léger ralentissement entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre 2022. Alors ce n'est pas non plus très inquiétant, mais on sait qu'il y a de moins en moins d'argent dans le système. Si on regarde le personal saving rate aux États-Unis, donc l'argent restant pour investir à la fin de chaque mois pour les Américains, et bien clairement on est en baisse, je vous l'avais montré dans une autre vidéo, et donc voilà, il y a quand même moins de transactions, moins de volume, et c'est pour moi pas étonnant puisque on sait qu'on est quand même en train de rentrer dans un ralentissement économique, et ça à en prendre en compte si on veut acheter une entreprise comme Visa qui clairement gagne de l'argent sur les frais de transaction et sur les volumes de paiement. Le prochain point que je voulais vous montrer, c'est l'augmentation du nombre de cartes en circulation. Donc là on voit qu'on a fait plus 8% sur un an, donc encore une fois Visa est toujours plus présent. En même temps c'est pas étonnant, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à payer par carte, et d'ailleurs même sur les téléphones quand on fait du sans contact, ben derrière il y a quand même une carte, même
si c'est une carte virtuelle, ça reste une carte avec un processeur de paiement. Et on voit effectivement au quotidien de moins en moins de personnes qui payent en espèces ou qui ont d'autres façons de payer comme les chèques par exemple. Et donc je ne suis pas étonné de voir cette croissance sur le nombre de cartes encore augmenter. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est sur le cash flow. Alors il y a beaucoup d'autres slides, n'hésitez pas à aller les lire, c'est intéressant. Moi je suis passé sur la majorité d'entre eux, mais là on va rester vraiment concentré sur ce que je voulais vous montrer. Et donc là il nous montre quand même le free cash flow, surtout pour nous montrer ce qui a été redistribué. Donc on voit qu'on a eu en free cash flow 3,9 milliards. Et on voit qu'ils ont fait du retour pour les investisseurs à hauteur de plus de 3 milliards sous forme de rachat d'actions et à 945 millions versés en dividendes. Donc c'est une entreprise, qu'on va le voir juste après avec les marges, qui gagne énormément d'argent, qui a beaucoup d'argent qui rentre, donc c'est une vraie vache à lait comme on pourrait le dire. Et clairement, ils redistribuent une grosse partie aux actionnaires, évidemment ils réinvestissent aussi, mais là je voulais quand même vous montrer que la redistribution est assez flagrante. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo et je vais vous montrer les indicateurs financiers. Donc tout d'abord un petit résumé sur Finviz et après on ira voir des graphiques pour avoir l'évolution sur une petite dizaine d'années. Donc tout d'abord, si vous regardez, c'est une entreprise qui pèse quand même 455 milliards de capitalisation boursière, c'est donc une très grosse entreprise, c'est vraiment une large cap. On est ensuite sur un chiffre d'affaires de 29 milliards et sur un revenu net de 14 milliards,63, ce qui veut dire aussi, si vous divisez, on est sur du 50%, et oui, si vous allez voir la marge en bas ici, profit margin, on est à 49,9%. Donc l'entreprise a en revenu net 50% de ce qu'elle rentre en chiffre d'affaires en revenu brut. C'est impressionnant. L'entreprise paye aussi un dividende et le payout ratio est à 21%. On retrouve ce que je vous montrais juste avant, qu'en fait une grosse partie de l'argent des revenus nets du coup est redistribué non pas en dividende mais utilisé pour d'autres choses comme du rachat d'actions par exemple sur ce trimestre, mais il reverse quand même, comme on le voit ici, 21% des revenus nets, donc 21% des 14 milliards par an. Ensuite, c'est une entreprise qui a quand même eu une croissance sur les 5 dernières années du chiffre d'affaires de presque 10% à 9,80. Ils ont un PI de 32, un forward PI de 23 et un price to free cash flow de 31. Je passe pas trop de temps là-dessus parce que je vais vous montrer juste après sur des graphiques. Et on voit quand même qu'on est OK sur le cash par rapport à la dette. Je n'irai pas le voir dans cette vidéo, mais ça fera partie des points qu'il faut que je contrôle si un jour je voulais l'acheter. Et ensuite, si vous regardez, les analyses prévoient quand même une augmentation des bénéfices ou du revenu net sur les 5 prochaines années, augmentation en composé de presque 15%, ce qui est aussi impressionnant, mais ce n'est que l'avis des analystes évidemment. On passe maintenant au graphique et je vous ai mis tout d'abord comme d'habitude ce que j'aime vous montrer sur une longue période, donc ici on est sur du 9 ans environ, les revenus, le bénéfice et le free cash flow. Et si vous regardez, moi ce qui m'intéresse surtout c'est les croissances composées. Donc si vous regardez ici, le free cash flow a une croissance composée de plus de 11% sur les 9-10 dernières années. Sur les bénéfices, le net income, on est à plus de 12% et sur les revenus, on est à plus de 10%. Et si vous voyez, on a des très belles courbes en augmentation. Alors certes, si vous regardez que sur une année ou deux, ça peut faire des petites vagues, mais sur le long terme, on a quand même des sacrées croissances en composé pour un business qui rapporte déjà beaucoup d'argent et qui est déjà énorme. Et c'est vraiment pas courant de voir de telles croissances sur des business aussi gros, et clairement moi ça m'attire surtout quand je vois les marges. Et en parlant de marge, on va aller les voir aussi. Donc là si vous regardez, je vous ai mis la marge sur le free cash flow, la marge brute, la marge nette, la marge opérationnelle. Je vous ai pas mis dans le bon ordre mais vous aurez compris, brut, opérationnel, net. Et si vous regardez, moi ce qui me plaît surtout là déjà c'est la constance. Regardez, vous avez des belles lignes droites, alors un petit peu moins certes sur la marge nette et sur le free cash flow, mais c'est normal. Par contre sur le gross et le operating, on est vraiment sur des lignes stables et vous le retrouvez ici. Si vous prenez l'évolution sur les 10 dernières années, en fait on voit qu'on est proche de 0%, donc ça veut dire qu'il y a assez peu d'évolution à la hausse ou à la baisse en composé sur chaque année. Ici on ne peut pas avoir des augmentations puisque c'est des marges, donc on ne peut pas avoir des marges qui dépassent 100%, donc évidemment c'est normal qu'on ait des évolutions autour de 0%, et moi ça me rassure parce que justement ça veut dire que l'entreprise est très stable dans sa gestion et elle gère bien ses marges. Si j'avais un gros moins ici, un moins 10%, ça voudrait dire que l'entreprise est en train de devenir de moins en moins rentable, elle aurait de moins en moins de marge, donc c'est très rassurant à voir. Et si on prend les moyennes, là c'est hallucinant, on voit qu'en moyenne sur les 10 dernières années, on était à 81% de marge brute, à 50% de marge sur free cash flow, et si on prend le net, on était à 45% de marge nette en moyenne. Donc pour chaque million gagné, on avait 450 000 en bénéfice, ce qui est hallucinant. Encore une fois, je dis que c'est hallucinant, c'est mon avis, mais clairement, il est évident que Visa est une entreprise extrêmement rentable. Les chiffres sont là pour parler, et si vous comparez avec d'autres business qui pourraient être, par exemple, je sais pas, dans l'industrie, dans le retail, consumer staple, on n'aura jamais ce type de marge. Donc voilà, c'est clairement un business qui gagne de l'argent. Maintenant, on va aller voir quand même les ratios de prix pour avoir une idée d'où on se situe par rapport en fait à l'historique, parce que j'aime bien regarder où on était à l'historique,
combien l'entreprise a été évaluée par le passé. Donc là, si vous regardez, qu'on prenne aussi bien le prix par rapport aux bénéfices que le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, le price to free cash flow, ou le prix par rapport au chiffre d'affaires, le price to sales, le PS, eh bien, si vous regardez, on voit que globalement, sur le PI, on a une moyenne historique de 33 pour un prix actuel de 31, donc on est globalement sur le prix. Le price to free cash flow, on est à 30 en moyenne historique contre 25,93 actuellement, donc on serait un petit peu en dessous. Et je vous en parle aussi parce qu'après, je vais vous faire un DCA sur lequel je vais utiliser le flux de trésorerie disponible futur que je vais réactualiser dans le présent avec un discount rate. Et ensuite, si vous prenez le price to sales, on voit qu'on est historiquement à 15 en moyenne et on est à 15 actuellement, donc on est pile poil. Donc l'entreprise, déjà, si vous regardez rapidement les indicateurs, elle a l'air d'être au prix moyen historique, pas complètement surévalué, mais pas non plus une extrême bonne affaire. Évidemment, ça ne suffit pas du tout pour moi pour prendre une décision d'achat. Il faut que je projette mes revenus dans le futur, que j'estime ce que va faire l'entreprise, puisque là, ce n'est qu'une photo du business en ce moment, mais évidemment, je vais la conserver pour le long terme, je ne fais pas du trading, et donc il est important pour moi de savoir où va aller le business dans le futur, et c'est là que je ne peux pas donner de conseils, et personne ne peut vous donner des conseils d'ailleurs, tout simplement parce que, eh bien, au final, ce que fait faire l'entreprise dans le futur, c'est votre opinion, et il n'y a que vous qui pouvez le dire. Il ne faut pas écouter les autres, puisqu'au final, vous devez prendre vos propres décisions, sinon vous vous en sortirez jamais, à mon avis, en investissement. Les deux derniers points que je voulais vous montrer quand même, c'est le rachat d'actions. On voit qu'ils rachètent globalement, si je prends une moyenne historique, entre 2 et peut-être un petit peu plus de 2% selon les années depuis de très nombreuses années. Donc beaucoup de retours de cash aux investisseurs via le rachat d'actions. Et si on va voir le dividende, et là c'est impressionnant, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette entreprise. Si on se met en 2013, donc sur 10 ans, on a une croissance du dividende chaque année, donc en composé plutôt, de presque 17% à 16,8%. C'est énorme, l'entreprise augmente son dividende de façon massive chaque année. Cependant, si vous regardez le rendement, il reste assez, entre guillemets, constant, entre 0,5 et 1, avec une moyenne à 0,7. Vous avez les trois chiffres ici. Donc le rendement du dividende est assez bas quand vous achetez l'action. Cependant, l'augmentation du dividende dans le temps est vraiment drastique. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît pour mon portefeuille à dividende d'action croissant. Rapidement, je vous fais un DCF, même si évidemment mon analyse complète, si je venais à l'acheter, sera beaucoup plus poussée. Sachez que je suis en train de la faire en ce moment à titre personnel. Cependant, je vous l'avais déjà fait dans une vidéo il n'y a pas longtemps, donc c'est les mêmes chiffres. J'ai mis sur du 5 ans, je veux projeter une croissance sur le free cash flow de 8%, sachant qu'historiquement, sur les 5 dernières années, on était à 9,7%. Et si je regarde, on va revenir sur le graphique, sur les presque 10 dernières années, on était à plus de 11%. Donc je mets un chiffre qui est quand même, à mon avis, assez raisonnable. Un rachat d'actions à 4% par an, on pourrait mettre 3, 2%, bon c'est arbitraire, ça ferait un petit peu bouger les chiffres, et moi je mettrais un price to free cash flow que je veux payer autour de 25, sachant que historiquement on était plus élevé que ça, comme on l'avait vu tout à l'heure, on voit ici qu'on était plutôt sur une moyenne de 30, donc je ne veux pas payer dans le futur le business aussi cher. Et je mets un discount rate de 12%, donc ça veut dire que je veux faire au minimum 12% de retour sur investissement sur les 5 prochaines années. Et on voit que globalement, eh ben, l'action, il faudrait que je la paye autour des 216 $, 210, etc. Et ça, c'est sans marge de sécurité. Et donc, ce que je vous ai mis en conclusion, justement, c'est avec ces marges de sécurité. Donc voilà, moi, globalement, je suis intéressé par cette entreprise pour la mettre dans mon portefeuille à dividendes croissants. Avec une marge de sécurité de 10%, il faudrait que je la paye en gros dans les 200 $ ou un peu moins. Et si je voulais une marge de sécurité de 20%, une marge de sécurité par rapport à mon analyse discounted cash flow, sachant que je ferai aussi une analyse dans laquelle je vais projeter mes revenus bruts, mes revenus nets, mes marges, etc. sur le futur, qui est une autre façon de faire. Et j'aime les deux façons et je fais les deux façons avant d'investir. Cependant, le DCF correspond vraiment bien sur ce type d'entreprise parce qu'une grosse entreprise mature, qui a une croissance constante, qui a un free cash flow qui se balade pas trop, qui a des résultats nets qui se baladent pas trop, qui augmentent dans le temps. Donc c'est vraiment une analyse qui se porte très bien à ce type d'entreprise. Après, avant de lâcher, il y a d'autres points que j'irai approfondir avec, par exemple, bien me rappeler qu'en cas de récession, les volumes peuvent baisser clairement et l'entreprise pourrait avoir un chiffre d'affaires qui stagne, voire qui baisse, on ne sait jamais. Il faut aussi que je prenne mieux conscience de la concurrence et des possibilités de disruption. Tout simplement, est-ce que Mastercard pourrait être un gros risque pour Visa? Est-ce que d'autres moyens de paiement, on peut penser à d'autres moyens de paiement à travers le monde? Par exemple, en Chine, on n'utilise pas ces systèmes, c'est UnionPay, j'y ai vécu et je sais qu'il n'y avait pas du tout de Visa ou de Mastercard. On peut aussi penser aux nouveaux moyens de paiement digitalisés qui n'utiliseraient pas ces cartes, donc c'est des risques à prendre en compte. Il faudrait aussi que j'aille lire tous les bilans annuels, les income statements, les balance sheets, le cash flow statement pour aller voir le cash, pour aller voir où va le cash flow, qu'est-ce qu'ils ont en termes de capex, de réinvestissement, quels sont les coûts de fonctionnement, les infrastructures, donc bref, vraiment aller détailler tous les bilans financiers. Et donc voilà, comme je vous le disais, faire mon analyse complète, ma projection sur les différents chiffres pour vraiment me forger un avis. Je voulais aussi vous montrer juste avant de finir l'avis des analystes, à savoir qu'on est globalement sur 13 recommandations à l'achat
une en conservation, 2 en vente, et on voit que le prix cible à 1 an est de 253 $. Donc les analystes sont un petit peu plus optimistes que moi, et rien d'étonnant, j'ai tendance à prendre des chiffres assez raisonnables parce que ce sont mes chiffres, je ne peux pas vous donner de conseils, d'ailleurs n'écoutez pas mes chiffres, faites les vôtres, prenez vos propres décisions, mais moi j'aime être assez conservateur sur ce type d'action, tout simplement parce que je veux prendre un petit peu moins de risques sur des grosses actions à dividendes que je vais acheter pour le long terme et je veux vraiment les payer au bon prix. Et donc si on va voir sur le graphique, clairement, moi ce que j'aimerais l'acheter, donc je vous ai mis ici allez, une ligne violette autour des 190 $, j'ai coupé la part en deux entre 180 et 200, et donc si l'action venait retoucher ce point, vous voyez, sur lequel on a déjà rebondi plusieurs fois ici, ici et ici, si elle venait se toucher ce point-là, et ben je pense que je pourrais peut-être commencer à la rentrer en portefeuille, à condition évidemment que je sois allé voir tous ces autres points et que je n'ai que des feux verts et que je ne vois pas un gros problème sur le business de l'entreprise. Mon analyse n'est pas finie. Donc voilà aussi, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous achetez Visa? Est-ce que dans les points à approfondir ici, j'aurais oublié quelque chose, un point que j'aurais pas pensé sur la concurrence, sur l'entreprise, le business model de façon générale? Ça m'intéresse vraiment. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou d'ailleurs même à me contacter sur Instagram, me donner vos avis, etc. Je réponds aussi beaucoup là-bas à vos messages. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications si ça vous intéresse et si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous trouverez également des liens utiles dans la description pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de développement de vos connaissances en finances personnelles. N'hésitez pas à aller voir. Si vous avez apprécié cet épisode, évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et aussi à aller me suivre sur Instagram où je poste du contenu différent. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.